Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme ça, super. Merci, Monsieur Michaud. Oui, C'est parfait, j'ai vu oui, le on plus. entend. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer dans une minute pour être pile poil à l'heure dans les temps à 9h30. Nous sommes dans les locaux du Conseil régional, dans les locaux de la Direction des Transports, qu'on remercie pour sa participation à ce webinaire. Donc, j'entends les cloches de la cathédrale qui sonnent. Donc, 9h30, notre webinaire débute. Un webinaire sur les SERM, les services express régionaux métropolitains, dont on aura une présentation avec nos différents intervenants. Un webinaire organisé par le Césaire Centre-Val de Loire avec un partenariat avec la région Centre-Val de Loire sur les deux territoires, donc de l'Orléanais et de la Touraine. Ce webinaire fait suite à une contribution qui a été éditée au mois de mars, votée en assemblée plénière du Césaire à destination du Conseil régional, une contribution sur les SERM que nous vous ferons passer à toutes et à tous par mail suite à ce webinaire. Donc, nous aurons 5 interventions ce matin sur le sujet des webinaires. Nous débuterons par le président Pierre Laurent qui introduira le sujet sur les SERM. Il y aura 3 courtes interventions, on vous promet, 5-10 minutes sur les premières. Donc, Pierre Laurent, le président du Césaire, qui introduira les SERM. Éric Saudré, chargé de mission au Césaire Centre-Val de Loire, nous rappellera le contexte des SERM, la loi. Timothée Claillet, chef de projet SERM de l'Orléanais et des SERM de Touraine, présentera le planning des SERM prévus, et notamment la concertation en Touraine, qui devra avoir lieu prochainement, très prochainement. Jean-Claude Brossier, président de la deuxième commission au Césaire et rapporteur de l'avis de la contribution sur les SERM, nous présentera les grandes conclusions, les grandes thématiques, les grands enjeux des SERM en région Centre-Val de Loire, avec 2 focus spécifiques sur la Touraine et sur l'Orléanais. Et enfin, Philippe Fournic nous rejoindra en cours de réunion dans une demi-heure, 40 minutes, nous rejoindra pour donner un petit peu l'avis de la région sur ces 2 SERM dans notre région. Et enfin, nous terminerons par un échange avec la salle en 30-40 minutes selon le temps qui nous restera pour terminer maximum, on vous le promet, à 11h30. Donc, je passe la parole à Pierre Laurent, président du Césaire, pour évoquer le sujet des SERM en région. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Vincent sonne les cloches, moi je m'exécute. Il faut qu'un train parte à l'heure. C'est quand même une bonne chose quand on parle des SERM, même s'il n'y a pas que du ferroviaire. Merci d'être venus nombreux à ce webinaire et je remercie toute l'équipe qui y a travaillé, Timothée, Éric Saudré et puis bien sûr mon ami Jean-Claude Brossier qui va avoir la parole tout de suite puisque je vais être très court comme l'a annoncé Vincent. D'abord, premier élément, la satisfaction d'avoir 2 projets SERM, je vais être très simple et clair, 2 projets SERM dans notre région. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'en a peut-être pas assez conscience en Centre-Val de Loire, que certaines régions, je pense à la Bourgogne-Franche-Comté, à laquelle on nous compare souvent, en termes démographiques, en termes de grandes villes et puis plutôt une ruralité, n'ont pas de projets SERM, ou en ont moins, je pense par exemple à la région Normandie, ou à la région Pays de la Loire, qui n'a qu'un projet SERM autour de Nantes. Deuxième remarque, pour vous dire en quoi la contribution du Césaire est importante. D'abord, qu'est-ce que le Césaire? Le Césaire, je le rappelle, le Conseil économique, social et environnemental régional, c'est la 2e assemblée de la région qui est uniquement consultative. Donc, nous sommes en amont des décisions de l'exécutif régional. Nous sommes pleinement une assemblée de la région. Il n'y a qu'une seule personnalité morale, comme disent les juristes, et nous essayons de faciliter, d'éclairer les décisions que prennent les instances du conseil régional et de l'exécutif régional. Nous représentons la société civile organisée, comme le CESE au niveau national, c'est-à-dire que nous avons 4 collèges, je vais très vite sur cette présentation, le collège des employeurs, le collège des syndicats de salariés. Ces 2 collèges sont représentatifs puisque ils sont la répartition des membres se fait selon les résultats des élections.
Et puis, deux collèges qui sont un peu plus spécifiquement choisis par le préfet ou la préfète, en l'occurrence de région. Le troisième collège qui représente les associations et institutions. Il y a évidemment tellement d'associations qu'il y a un choix à faire, ou parfois une rotation entre associations proches. Et puis un quatrième collège qui est celui des personnalités qualifiées. Voilà donc notre institution. Et en quoi nous avons apporté, et ce qu'on présente aujourd'hui, une contribution. Contribution, ça veut dire que ce n'est pas simplement un avis a posteriori, comme on le fait sur le budget ou sur les grands schémas comme le SRADET, même s'il y a des liens évidemment entre tous ces sujets. C'est une contribution donc en amont, en quelque sorte. Et pour cela, on constitue généralement un groupe de travail restreint et qui fonctionne de manière relativement rapide. Ça aussi, c'est un peu nouveau comme méthode pour les Césaires. Et donc, ce groupe de travail, comme le rappelait Vincent, a été piloté de main de maître par Jean-Claude Brossier, qui a été le rapporteur également de cette contribution, 12 membres, et donc j'en vois d'ailleurs ici, comme Martine ou Sabine, que je salue, et je ne peux oublier personne. Et cette contribution, elle a pour objet et pour ambition d'attirer l'attention du Conseil régional et de l'exécutif régional, tout à l'heure Philippe Fournier l'évoquera, sur des points qui nous paraissent essentiels, comme par exemple, tout bêtement, l'intérêt régional. Bien sûr, je rappelle l'origine, mais je crois que ça va être rappelé par différents interlocuteurs. Vous rappelez que l'origine, c'est l'État avec une déclaration du président de la République sur les RER métropolitains, SIC, avec une dizaine de projets au départ, 10, 12, bon. Là, on est plutôt à plus d'une vingtaine de projets, donc 2 pour notre région, ce qui est vraiment très bien. Les 2 métropoles sont concernées. Mais je rappelle, et on va beaucoup en parler évidemment ce matin, que le périmètre dépasse largement celui des aires métropolitaines, puisque le périmètre du CERN de Touraine, le plus avancé, va de Saumur, donc dépasse notre région pour aller en Pays de la Loire jusqu'à Blois, et vous avez bien entendu, Blois est aussi le point de départ du CERN orléanais qui pourrait aller à terme jusqu'à Gien ou Montargis vers l'est ou Pithiviers vers le nord. Donc, il y a un intérêt régional manifeste. Alors, pour nous, et Jean-Claude y insistera beaucoup, j'en suis sûr, les deux CERN doivent être complémentaires, ils se rejoignent à Blois, donc il y a un outil d'aménagement du territoire qui est fondamental, ils dépassent la région, et donc nous souhaitons un travail interrégional avec les régions voisines des Pays de la Loire, Saumur, et aussi de la Nouvelle-Aquitaine, et puis bien sûr, pour le CERN orléanais en particulier, un travail avec l'Île-de-France, comme on l'avait déjà fait pour les Franches franciliennes, nous paraît absolument indispensable. Une complémentarité aussi avec les autres projets, les autres sources de financement. On pense au CPER en particulier, bien sûr, et aux autres territoires de la région comme le Berry et l'Eure-et-Loire, qui ne sont pas directement concernés a priori par ces 2 projets de CERM. On insiste aussi beaucoup sur l'intermodalité, bien entendu. Et puis, et j'en termine, c'est promis, la cohérence avec les autres politiques régionales, puisque souvent le Césaire, qui est un peu un poil à gratter, qui apporte, c'est normal, si on était béni oui, on n'aurait aucun intérêt, un petit peu d'esprit critique dans le bon sens du terme, insiste sur la cohérence des politiques régionales. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des services à la région, tout à fait logique, comme dans toutes les régions, services plutôt sur les mobilités, services sur les lycées, etc. Exemple d'actualité, vous savez qu'il y a des travaux qui vont commencer pour le lycée de Châteauneuf-sur-Loire. Évidemment, réfléchir aux mobilités autour de Châteauneuf-sur-Loire et avec la métropole d'Orléans, ça nous paraît bien sûr une évidence. Et puis, on ne commence pas de rien, et Jean-Claude y reviendra, on a beaucoup insisté presque chaque année, à la fois dans les discussions budgétaires, parce qu'on a un avis budgétaire, je le rappelais tout à l'heure, où à chaque fois qu'on travaille sur les mobilités, en commission ou avec un groupe de travail, sur l'intérêt de réouvrir certaines lignes ou d'améliorer la fréquence, et en particulier en profitant de l'étoile ferroviaire Tour-Angèle, en particulier la liaison Tour-Loche, mais Tour-Châteauroux, qui est vraiment stratégique pour notre région, et puis pour Orléans, je l'ai dit, Orléans-Gien, Orléans-Pithiviers, et puis la question des petites lignes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et donc très bon webinaire, et je reprendrai la parole à la fin si vous le voulez bien. Merci. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Éric Saudré, chargé de mission, 2e commission environnement, espace et mobilité.
qui va nous parler du cadre réglementaire et des périmètres en région. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme le rappelait le président du Césaire, suite à une proposition d'Emmanuel Macron, il y a une loi donc du 27 décembre 2023 qui a fixé le cadre en association d'un nouvel outil d'organisation des mobilités qu'on appelle les services express régionaux métropolitains, donc les SERM, et qui sont donc sur des périmètres ciblés du territoire national. On verra tout à l'heure le nombre qu'il y a et où ils sont. Alors l'objectif en fait de ce nouvel outil, c'est développer massivement l'offre de mobilité multimodale. Par multimodale, on entend bien sûr l'offre ferroviaire, l'offre de cars, également en pensant au mode actif, par exemple pistes cyclables, et également développer de manière forte les correspondances, donc l'intermodalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer les fréquences, ça veut dire développer également les amplitudes horaires, peut-être amener de l'offre là où il n'y en avait pas, ouvrir des gares, des haltes, et ceci dans un périmètre plutôt comme les métropoles et leurs territoires périurbains. Alors le cadre qui est imposé par la loi, c'est donc d'élaborer ce projet d'offre multimodale de manière concertée entre la région, les métropoles, les départements, les intercommunalités, les comités de communes, l'État bien sûr. Alors, il s'agit prioritairement de renforcer les offres en matière de desserte ferroviaire, mais elles sont à compléter obligatoirement, c'est les termes, la loi, les directives données ensuite, par des offres de cars express à haut niveau de service et des réseaux cyclables et éventuellement des services de covoiturage et puis d'autres choses. Également, le cadre impose un biais unique sur le périmètre du CERN. Également, il s'agit qu'il y ait une entité qui soit dédiée à chaque CERN, qui le porte en termes de gouvernance, en termes de gestion. Alors, ça peut par exemple être sous la forme d'un groupement d'intérêt public, un GIP, d'autres formes, un syndicat par exemple. Et les partenaires de cette entité participent au financement. On parle de cofinancement. La loi a également ouvert une possibilité importante qui est de faire appel à l'ingénierie de la Société des grands projets. En fait, c'était la Société du Grand Paris, donc qui a été renommée Société des grands projets, du fait de son expertise sur le chantier du Grand Paris Express. Donc elle peut apporter à la fois une ingénierie technique, mais également en quelque sorte une aide au financement via des mécanismes d'emprunt. Et puis, bien sûr, on en parlera, mais l'État accorde en fait ensuite un statut CERM qui est donné sur dossier. Il y a deux étapes, il y a la labellisation, qui a déjà été passée en région, et puis une deuxième étape qui est en cours, qui est l'étape donc, du statut, bien sûr sur un dossier technique complexe et complet. Et puis, je crois que tout le monde attend les résultats de la conférence nationale de financement avait été prévue dès la loi, puisque nos assemblées parlementaires n'avaient pas su se mettre d'accord sur le sujet financier, donc on avait renvoyé ce sujet à une conférence nationale de financement qui est en cours et qui s'appelle Ambition France Transport. Alors les CERM, c'est au niveau national et pour tout le monde une opportunité pour améliorer les mobilités dans tous les territoires, parce que ça va apporter d'abord une meilleure fluidité pour les mobilités du quotidien, qui sont vraiment toujours plus importantes. On le voit quand on analyse des cartes de flux, et on l'a fait au CDR, et à la fois dans les métropoles, dans les territoires périphériques et également ruraux attenants. Évidemment, il faut une vision à long terme, d'ici 2040, 2050. C'est important parce que les CERM, parce que ça va permettre une décarbonation des transports. On rappelle souvent, Césaire, que le secteur du transport routier est le premier émetteur des gaz à effet de serre de la région. C'est en gros un tiers des émissions en 2022 et il faut diviser ces émissions par 2 d'ici 2030. Également, les CERM permettront une sobriété des déplacements, c'est-à-dire une réduction des besoins quotidiens de déplacement, en réfléchissant sur les notions de proximité. Et notamment, les CERM permettront de mieux articuler déplacement et urbanisme. Et puis enfin, les CERM permettront sur nos territoires une meilleure équité territoriale et sociale. Ça permet par exemple de rejoindre un emploi plus facilement. Aujourd'hui, en 2025, mai 2025, il y a 26 CERM labellisés sur le territoire national. Ça fait à peu près en 3 phases. Ce qu'on peut constater quand on regarde cette carte, c'est qu'il n'y a pas de région qui n'a pas de CERM, sauf l'Île-de-France, mais qui est un cas très particulier avec un réseau déjà très dense. On peut voir qu'il y a ou un CERM ou plusieurs CERM selon les régions. Il y a des niveaux de maturité très différents selon les régions. Typiquement, dans le Grand Est, il y avait déjà des projets avant les CERM, donc typiquement Strasbourg, et également à Bordeaux aussi, ils s'en avancent. Et puis il y a d'autres territoires où on est plutôt à début de réflexion. Maintenant, on va regarder dans notre région, en fait, il y a deux périmètres de CERM, il y a l'Orléanais et la Touraine.
On va commencer par l'Orléanais, où on voit, alors là, ce qui est décrit, c'est le réseau actuel, donc, que je vais vous décrire. En rouge-rose, vous avez l'étoile ferroviaire de l'Orléanais. Elle est à 3 branches aujourd'hui. Vous avez une branche qui va donc vers le nord, vers Paris-Austerlitz, qui dessert le nord, les Loiret, une partie de l'Eure-et-Loire, avec des zones importantes, en Toury par exemple. Vous avez également en gros de fait la même ligne, puisque c'est la Polte, donc la branche qui va vers le sud, qui va vers Vierzon, dessert de même des territoires importants, à la fois dans la métropole orléanaise, mais également plus loin en Sologne. Et puis vous avez la troisième branche, la branche Orléans-Tours, donc je dirais branche ouest-sud-ouest, et qui dessert également des zones importantes de la métropole et au-delà, puisque ça dessert Aglopolis, donc Blois, qui a la particularité d'être dans les deux périmètres de Cerne, mais également d'autres secteurs comme le secteur par exemple de Mer, de Main-sur-Loire, de Beaugency, où on retrouve également pas mal d'actifs. On voit que ce périmètre de Cerne recouvre également une offre mixte de transport. Il y a des lignes de cars majeures. Donc, pareil, si on fait la boucle, hein, vous avez en gros une ligne qui va dans le secteur de Pithiviers, vous avez la ligne qui va à Montargis, vous avez également la ligne qui va à Gien, un Châteauneuf-Gien, exact. Vous avez également la ligne qui va vers Châteaudun, et si je remonte sur la dernière, vous avez la ligne qui va à Chartres. Ce sont des lignes vraiment importantes hein, quand on regarde en termes de trafic. Et puis, une particularité, on le dit pour mémoire, mais pour nous, c'est un sujet vraiment lié au CERM. Il y a des lignes de fret qui ne sont pas des moindres dans ce périmètre de l'Orléanais. Par exemple, Orléans-Pithiviers. Maintenant, on passe au périmètre du projet de CERM, donc de la Touraine. Alors, pareil, on va regarder le détail en termes de transport existant aujourd'hui. On voit que l'étoile ferroviaire apparaît pareil en rouge-rose. Elle est beaucoup plus développée que dans le périmètre orléanais, que l'étoile orléanaise, que c'est une étoile à 8 ou 10 branches. Donc, en rouge, c'est 8 branches. Et la 9e, 10e branche, c'est la ligne à grande vitesse. Donc, je vais vous décrire les branches locales. Vous avez, en fait, tout simplement d'abord, en partant direct par du nord, en fait, en tournant vers l'ouest, vous avez la ligne vers Le Mans, donc Saint-Patin-de-Racon. Vous avez ensuite la ligne donc vers Châteaudun, donc avec notamment Château-Renaud, Vendôme. Vous avez ensuite la ligne va vers pareil Blois et Orléans. Donc on retrouve Blois, de nouveau, et Aglopolis dans le périmètre du CERM de la Touraine, et qui dessert notamment là Amboise. Également. Vous avez également une autre ligne importante, celle qui va vers Vierzon, Bourges, plus loin, donc qui passe notamment par Bléré. Puis vous avez une autre branche qui est la branche de Loches, avec peut-être demain une desserte de Châteauroux. Et puis ensuite vous avez la branche sud de Fort-de-Pile, qui est importante puisqu'elle permet de desservir notamment Châtellerault, Poitiers. Et puis vous avez la branche de Chinon. Et enfin, une particularité de ce CERM, vous avez la branche de Port-Boulet, et qui va également en notre région, puisqu'elle va à Saumur, donc en Pays de la Loire. Et puis on voit que le réseau car, pour le coup, est plus sur des lignes en fait sud, nord-sud, avec également la desserte de Châteauroux après. Très bien. Maintenant, nous allons passer la parole à Timothée Claillet, qui est chef de projet CERM de l'Orléanais et de Touraine au sein de la Direction générale des mobilités durables du Conseil régional Centre-Val de Loire, pour évoquer les différentes étapes à venir et surtout la concertation très prochaine à venir sur le CERM de Touraine. Oui, merci Vincent. Quoi, ta date alors, ça donne le 18 juin de 14 à 15 heures. Attention au micro. Oui. Voilà, on coupe si tu veux. Alors, donc, merci Vincent. Je vais dire quelques mots sur donc les deux projets CERM de la région Centre-Val de Loire et faire un petit peu l'historique de ces projets. Alors, c'est un historique assez récent puisque c'est des projets qui ont été lancés fin 2023. Donc, on va dire que leur démarrage date d'il y a 1 an et demi. Dire pourquoi fin 2023, ça concorde avec la signature du volet mobilité du contrat de plan État-région 2021-2027, qui a été signé en 2023. La partie mobilité du contrat de plan État-région a été décalée à 2023. Et ce volet mobilité, qu'est-ce qu'il inclut pour la première fois? Il inclut des crédits pour des projets CERM d'étoiles des mobilités, comme ça s'appelle dans le CPER,
Il prévoit 44 millions d'euros pour la région Centre-Val de Loire pour lancer les 2 projets de la Touraine et de l'Orléanais. Donc comment dire, ces 44 millions, c'est à la fois beaucoup en valeur absolue, mais c'est aussi insuffisant pour financer l'ensemble des projets. Mais l'idée était vraiment de lancer les projets, lancer les premières études et les premiers travaux. Et aujourd'hui, on a à peu près, en ordre de grandeur, un quart de l'enveloppe qui est consommée ou encore en passe d'être consommée. Donc, les 2 projets ont été lancés fin 2023. Et donc, fin 2023, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu des grands principes qui ont été posés. Tout d'abord, les périmètres des projets. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Ils ont été présentés. Ils ont un petit peu évolué pour les 2 projets l'année dernière et puis courant de cette année. Mais voilà, on a posé les périmètres des projets ont été posés. La gouvernance partagée a été également proposée, inscrivant un copilotage région-métropole et associant largement le territoire. Donc, c'est évidemment le département, c'est les EPCI des territoires. À titre de comparaison, d'autres SERM plus avancés en France n'ont pas fait ce choix et sont restés dans un copilotage région-métropole sans associer directement les EPCI. Et maintenant, voilà, je pense à Bordeaux, par exemple, qui a fonctionné de cette manière-là. Et maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, il y avait vraiment besoin des EPCI pour faire fructifier un projet SERM. Et c'est difficile de revenir vers les EPCI avec un projet qui a été fait en chambre, on va dire, entre la région et la métropole. Donc là, c'est vraiment une volonté d'associer les EPCI dès le démarrage du projet. Les EPCI, les départements, également les gestionnaires d'infrastructures, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, Vinci Autoroute. Et ensuite, des ambitions partagées, des gains attendus ont été posés, qui sont à nouveau des grands principes. Donc, pour en citer quelques-uns, ils reprennent ceux de la loi SERM, comme le cadencement, créer des gares nouvelles, créer des cars express, également réduire la pollution atmosphérique, augmenter la part modale transport collectif, désenclaver les territoires, connecter les territoires ruraux aux territoires métropolitains. Donc, les gains objectifs étaient larges. Et depuis début 2024, donc depuis 1 an et demi, ce sur quoi on travaille, c'est de transformer ces grandes ambitions dans les feuilles de route opérationnelles. Donc, comment est-ce que ça se passe? Il y a eu une série de groupes de travail thématiques qui ont été définis, groupes de travail ferroviaire, groupes de travail routier, nouvelle mobilité, services multimodaux, aménagement et urbanisme. Et une série de groupes de travail qui ont été définis, qui sont nourris à la fois par du travail interne, par des agents de la mobilité de la région, de la métropole, les EPCI, mais également avec énormément d'études qui ont été lancées. Donc on parle de 9 études amont lancées ou terminées sur les 2 SERM, donc c'est vraiment considérable. Et voilà, je ne parle que des études amont, donc des études de définition de projet, je ne parle pas d'études techniques en tant que telles, poussées, comme il y a pu y avoir sur des projets qui sont en phase d'être concrétisés, comme la halte nouvelle de Fondettes-Saint-Cyr-sur-Loire sur le SERM de Touraine. Donc, il y a eu un travail technique considérable qui a été fait et qui se poursuit. Alors, il se poursuit. Où est-ce qu'on en est finalement sur les 2 SERM? Alors, sur le SERM de Touraine, comme il dit juste avant, c'est le SERM le plus avancé de la région, où l'objectif est donc de déposer le dossier statut, de finaliser un dossier statut d'ici septembre, octobre, novembre 2025, d'ici la fin de l'année. Dire que la Touraine serait dans les premiers projets en France à déposer un dossier statut à l'État. Donc, entre maintenant et octobre 2025, ça va être beaucoup de choses vont s'enchaîner. Déjà, dans 15 jours, une concertation publique va être lancée sur le SERM de Touraine. Donc, le président de la région a signé la décision d'annonce hier. Et la concertation sera lancée avec différentes rencontres de terrain, une réunion publique. Alors, ce ne sera pas le 24 juin, ce sera une autre date en cours de calage. Également des réunions et des rencontres sur les marchés du département, à Loches, à Chinon, à Amboise, etc. Donc, j'invite tous les participants à s'exprimer lors de cette concertation publique. Qui, c'est quelque chose d'assez inédit pour un SERM. Le SERM de Lille avait réalisé une concertation publique il y a quelques mois, mais c'est le seul SERM de France qui concerte qui réalise une concertation publique juste avant de déposer le dossier statut. Donc, c'est vraiment un marqueur fort du projet et quelque chose sur lequel on compte vraiment pour améliorer le projet, l'enrichir avec l'ensemble des remarques des citoyens. Ensuite, l'objectif est donc de terminer le dossier statut pour la rentrée et
et donc d'être présenté en comité de pilotage CERM à la rentrée pour être envoyé dans la foulée à l'État. Alors évidemment, le projet ne s'arrête pas, hein, dossier statut. L'idée est évidemment que le projet se poursuive après et qu'une trajectoire en escalier de mise en œuvre soit bien définie. C'est le travail sur lequel on est en train d'œuvrer et qui sera présenté à la rentrée. Donc voilà pour le calendrier assez rempli du CERM de Touraine dans les prochains mois. Dire également que l'événement Rencontre nationale CERM, qui a lieu chaque année depuis 2 ans, c'est un événement assez récent, qui a eu lieu il y a 2 ans. Le premier était à Strasbourg, le deuxième était à Genève, Annemasse, et le troisième édition sera à Tours, ce qui illustre la dynamique du projet au niveau national et la reconnaissance finalement que quelque chose se passe à Tours. En termes d'Orléanais, on est sur un calendrier, un calendrier différent où l'objectif est de finaliser le dossier statut d'ici fin 2026 pour laisser suffisamment de temps d'avancer techniquement sur un projet qui, même si les 2 projets entre l'Orléanais et la Touraine ont démarré en même temps, il y avait déjà des coups partis en Touraine, il y avait déjà des choses lancées, et le projet de l'Orléanais a besoin de plus de temps pour produire un dossier statut qui réponde aux exigences de l'État. Et les objectifs pour 2025 sera de finaliser les scénarios d'offres en transport sur lesquels on a beaucoup avancé à la même vitesse qu'en Touraine, avancer sur certaines thématiques également comme le covoiturage, la gouvernance, l'aménagement des pôles d'échange, pour finalement finaliser l'ensemble en 2026, finaliser les autres thématiques, éventuellement faire progresser les scénarios d'offres et éventuellement prévoir une concertation publique sur le projet, comme ce qui est envisagé dans 2 semaines en Touraine. Merci Timothée. C'est bon. Ok. Je m'aperçois qu'on n'a pas le bon logo sur nos documents du CERM de Touraine. Ça évolue tous les jours. Il y a un changement de logo il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. On essaiera de se mettre à la page. On se mettra là. Une présentation maintenant de la contribution du Césaire par Jean-Claude Brossier. Oui, juste avant de passer la slide suivante, moi je voudrais faire quelques commentaires. D'abord, mes propos risquent d'être redondants, mais c'est normal puisqu'on avait donné un avis avant et donc des choses ont été reprises par la région. Ça, c'est la première chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'ai été impressionné par le nombre de personnes qui sont inscrites à ce webinaire et toutes les questions qui ont été posées. Et je me permets donc de dire que je vais essayer de répondre au cours de cette présentation. Je vais essayer de répondre aux questions. Donc, qu'est-ce que le Césaire? Pierre l'a déjà précisé. Mais moi, ce que je voulais vous dire au niveau du Césaire, pour nous, le CERM se présente comme une opportunité à saisir. Quand on se sent avec nos 2 métropoles, quelquefois quand même des parents pauvres en termes de transport urbain, si on se compare à des métropoles, on en a parlé tout à l'heure, comme Bordeaux, comme Nantes, comme Grenoble ou Strasbourg, voilà. Donc, si on n'avait pas saisi cette occasion de dynamiser quelque chose au niveau des transports, je pense quand même qu'on aurait su nous le reprocher. D'autre part, pour nous, c'est une autre occasion aussi d'avoir une concertation régionale. Alors là, je ne parle pas de la concertation des citoyens, moi je parle de la concertation des décideurs, des élus, de les mettre autour d'une table qui soient représentants de la région, des départements et des communes pour se dire ensemble qu'est-ce qu'on veut pour notre région. Le souci du CERM, et ça a été rappelé par Pierre tout à l'heure, ça n'a jamais été de privilégier les métropoles. Il s'agit de ne pas oublier donc le reste de la région et de ne pas avoir de zone blanche. Donc ça, c'est une vision que l'on a, nous, pour le futur, de bien porter ces principes. Et à partir de là, je pense qu'on peut présenter quelque part les 7 enjeux identifiés, essayer de comprendre les 7 conditions nécessaires
pour que ce superbe projet puisse se réaliser. Donc le premier point sur lequel on a insisté, et c'est écrit, ça a été dit, mais nous on souhaiterait que ce soit encore mieux précisé, c'est définir et installer des gouvernances solides. CERM, c'est déjà dans le titre une ambiguïté. On parle de région, on parle de métropole. Alors qui a le pouvoir? Et puis toutes les communes qui sont desservies, et on l'a bien vu dans le questionnaire, lèvent le doigt en disant « et nous, qu'est-ce qu'on devient ?» Donc là, je pense que cette gouvernance que la région a su parfaitement définir quand il s'agissait de l'Agence régionale pour l'énergie, je pense qu'il faut avoir le même courage pour bien définir les choses et installer une gouvernance solide. Il n'y aura pas de chemin tracé si on n'a pas de pilote dans le bateau. Bien sûr, la deuxième chose, préciser les financements. Donc, j'entends bien les positions des uns et des autres pour dire on ne veut pas de financement supplémentaire, mais il faut répondre aux ambitions qui sont fixées. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut ouvrir des pistes, des financements novateurs et nécessaires, et ce n'est pas nécessairement des taxes au niveau de la région. Nous, on reparle de financements qui pourraient être négociés aussi avec les autoroutes, par exemple. La troisième chose, et ça, on le précise clairement et on se félicite de cette concertation citoyenne qui est lancée sur Tours. Il ne faut pas avoir peur des usagers. Hein. Le projet est quand même là pour répondre aux usagers. Donc, définir et activer une concertation des citoyens et citoyennes au plus près des territoires nous semble important. Et là, véritablement, ce qui est décliné au niveau du CERM de Touraine, pour nous, représente un immense espoir puisque tous les EPCI sont concernés. Hein. Le quatrième condition nécessaire, assurer une complémentarité des modes de transport envisagés. Effectivement, quand on voit, nous, certains modes de transport qui se concurrencent parce que le bus est moins cher que le train pour faire desservir les mêmes choses, quand on voit que des zones de covoiturage ne sont pas desservies par des bus, clairement, il faut que cette complémentarité des modes de transport soit vue de manière très claire. Et justement, comme on a plusieurs acteurs, c'est là où la concertation, la gouvernance est quelque chose d'important. Prioritairement, nous considérons qu'il faut s'appuyer sur le schéma ferroviaire. Alors, la première chose, c'est pérenniser et développer le fret ferroviaire. Il existe des lignes, hein, et là, bien sûr, on pense immédiatement à la ligne Orléans-Pithiviers, qu'il s'agirait quand même de remettre un peu plus en état. Et à partir du moment où on a ce réseau filaire pérennisé et développé, nous, on dit que derrière, on peut y asseoir un développement du réseau passager. Et effectivement, c'est un parti pris, mais le CESER s'appuie fondamentalement sur le développement du réseau ferroviaire pour les déplacements des usagers. Et immédiatement, un autre problème apparaît, mais ce problème-là a été identifié par l'État, puisque vous avez vu que c'est une des conditions qui est imposée, hein, c'est avoir une billettique unique, flexible, accessible. Et nous avons tous, nous qui prenons les transports en commun, en tête une péripétie pour avoir le bon billet pour le bon usage, telle l'une de nos représentantes du CESER, dont le mari voulait prendre le train avec le vélo, et on ne vous raconte pas l'histoire, mais voilà, quand on parle de billettique flexible, accessible, unique, croyez-moi, on est aussi au cœur du sujet. Hein, il faut un outil, convivial et que l'on prenne sans réserve. On n'y est pas, hein, Jean-Claude, hein, tu vois. Pour le tram, le train, bah oui, tu as raison. Il faut y aller. Et puis le septième point,
tout ne se fera pas en un jour. Nous pensons qu'il y a un risque énorme avec les SERM, c'est de faire rêver à quelque chose et de ne pas avoir de réalisation. Donc, il faut planifier les phases de réalisation en priorité, par priorité. Alors, on met en lien avec l'aménagement des territoires, mais clairement, c'est l'importance des flux de voyageurs qui doit, de notre point de vue, déterminer les priorités. Hein. Alors, si on rentre un peu dans le détail, ça c'était des généralités, mais ces 7 conditions nécessaires de réussite doivent rester pour nous des marqueurs forts. Donc, si on rentre dans le détail, sur le CERN de l'Orléanais, nous avons comme recommandation rouvrir aux voyageurs la ligne Orléans-Châteauneuf-sur-Loire. Là, effectivement, bon, il y a la desserte du futur lycée, et puis pour améliorer le cas des cars Rémy en provenance de l'Est, qui sont ralentis sur la tangentielle. Enfin, pour nous, et quand on regarde aussi les cartes des flux entre Orléans et Châteauneuf, là, véritablement, pour nous, c'est une priorité. L'autre chose aussi, c'est rouvrir aux fret en priorité, et c'est prévu théoriquement en CPER, ouvrir d'abord aux fret puis aux voyageurs, la ligne Orléans-Pithiviers. Et ce qui permettrait d'alléger un peu le flux qui vient de Montargis et qui arrive sur Orléans, flux qui est complètement saturé. Ce qu'on précise aussi, et ça c'est une remarque générale, c'est pas vrai seulement pour l'Orléanais, mais aussi pour Tours, améliorer les services ferroviaires, ça veut dire les améliorer en termes de fréquence et d'amplitude. Là, nous avons le bonheur de vivre à Tours. Donc Tours, pour venir à Orléans siéger au Césaire, bon, globalement, c'est un train par heure. Bon, il en manque quelques-uns dans la tranche midi 2 heures, mais et parfois des wagons aussi, il manque. Voilà. Mais globalement, la fréquence est quelque chose d'important et c'est la qualité des choses et puis bien sûr son amplitude. S'il n'y a qu'un train à 10 heures et l'autre à 14 heures, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Et attention, parce que les investissements d'infrastructures sont lourds, donc si on ne les accompagne pas avec une fréquence et une amplitude correctes, l'investissement ne sert strictement à rien. Il n'est pas question pour le Césaire de s'immiscer dans les questions techniques précises. Mais toutefois, ce qu'on veut signaler, c'est qu'il y a des ouvertures de haltes ferroviaires importantes à réaliser. On pense à la source université, au lien Tram-B, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Trois-Fontaines, etc. Hein. Un autre point aussi qui nous a étonné, et ça, c'est dans notre discussion, surtout avec les représentants du département 45, rouvrir aux voyageurs la ligne Orléans-Chartres en priorisant la desserte de la base aérienne de Brissy et offrir ainsi une porte d'accès à la métropole aux habitants du nord-ouest de l'Orléanais. Et là, véritablement, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un sujet qui n'est pas résolu et pourtant une demande qui est énorme, et énorme pour tout le monde. Et tout le monde reste bloqué sur un sujet, c'est le passage du train au niveau de la base aérienne, mais au demeurant, déjà, si on allait à la base aérienne, on aurait fait beaucoup. Alors, pour le fret ferroviaire, bon, on en a parlé pour le tronçon entre Orléans et Pithiviers, mais il y en a d'autres, hein, rouvrir le tronçon Patay-Péronville, hein, et puis d'autres choses du côté de Chartres. Et bien entendu, le cas particulier de l'Orléanais qui est très tourné vers du CERN de l'Orléanais qui est très tourné vers Paris, c'est bien sûr d'associer les citoyens et la société civile organisée de l'Île-de-France impactés par le projet CERM, hein, puisque tout de suite on se retrouve
avec des questionnements concernant tout le nord-est de l'Orléanais qui va vers Paris, hein, en utilisant des RER qui, eux, fonctionnent pas toujours très bien. Et puis, bien sûr, d'aucuns ne manqueront pas de nous rappeler la nécessité du nouvel arrêt de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce que l'on avait à dire sur l'Orléanais. En ce qui concerne le CERM de Tours maintenant. Donc, le CERM de Tours a un avantage. D'abord, c'est d'avoir une infrastructure ferroviaire existante déjà plus établie. Que même nous souhaitons compléter un peu, hein, mais on va y revenir, sachant que notre premier focus prioritaire exprimé par le Césaire concernant le CERM Tourangeau, c'est la liaison entre deux grandes capitales, Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Bon sang de bonsoir. Ça fait 35 ans que nous nous battons, que nous précisons des choses et que chacun se renvoie la balle pour avoir une liaison ferroviaire entre la gare de Tours et la gare de Saint-Pierre. Et là, tous ceux qui font régulièrement des voyages Saint-Pierre-Paris, Paris-Saint-Pierre, Saint-Pierre-Bordeaux, Bordeaux-Saint-Pierre, savent tous que quand ils arrivent à Saint-Pierre, ils ne sont pas encore arrivés à Tours. Ah oui. Et pourtant, la guerre froide est terminée, logiquement. Voilà, donc ça, c'est pour nous presque une symbolique de voir cette chose-là. Alors, et autour de ça, il y a un gros projet, hein, le réaménagement de la gare de Saint-Pierre en liaison avec des nouveaux diffuseurs autoroutiers. Mais de la même manière que le CERM Tourangeau a su ouvrir une nouvelle gare immédiatement, la Fondette, et ce qui lance déjà une dynamique, nous, on dit résolvez ce problème important qui est un maillon important et qui est le lien aussi avec les liaisons TGV. Alors, effectivement, rouvrir de manière phasée des haltes ferroviaires sur les communes voisines. Donc, Fondette, ça y est, c'est parti, mais il y a la Ville aux Dames, Métré, Guet-de-Vaigné, voire Joué, Gutenberg. Bon, les choses sont définies et c'est tant mieux. Parvenir à l'ouverture et ouverture d'une dizaine de haltes ferroviaires supplémentaires en seconde phase, hein, puisque là, on est sur des exigences spécifiées tout de suite, mais comment dire, il faut savoir les disposer dans le temps. Améliorer les services ferroviaires en termes de fréquence et d'amplitude. Donc là, on revient toujours sur le même point de vue. Avoir des infrastructures, c'est bien, mais derrière, la satisfaction du client et surtout l'utilisation de ces services communs ne tiendra qu'à une bonne fréquence et une bonne amplitude. On reparlera de la définition précise des CERM. Et d'ailleurs, c'est une question que l'on posera tout à l'heure au vice-président Fournier quand il arrivera. On entend dire à certains moments que les CERM, comme le CERM Tourangeau, donc va aller vers Vendôme. L'Orléanais, on nous parle de Puiseaux. Et puis, on entend dire que le préfet voudrait réduire le diamètre des CERM. Alors, je pense que cette notion de définition de périmètre est importante. Mais il y a pour nous des choses qui sont très opérationnelles, comme par exemple le fait qu'on s'arrête au nord à Saint-Paterne-Racan, alors que la vraie liaison opérationnelle des gens qui prennent le train s'arrête à Château-du-Loir. Voilà, donc c'est des petites remarques. Alors bien sûr, Vendôme, on l'avait inscrit aussi, qui est pour nous un juste prolongement au-delà de Château-Renaud. Et bien sûr, pour tous les gens qui sont au Césaire, la prolongation de Loches vers Châteauroux serait une nécessité, parce que là encore, tracer des choses sur un plan, c'est une chose, mais quand on regarde le flux des voyageurs entre Châteauroux et Tours, effectivement, ça semble une évidence de prolonger, comme on le demande depuis des dizaines d'années, la ligne ferroviaire Tours-Loches vers Châteauroux.
Travailler avec les régions voisines, associer les citoyens et la société civile organisée, effectivement, puisque on va vers les Pays de Loire, on va vers la Nouvelle-Aquitaine, donc il s'agit d'être en concertation avec eux. Hein, et pour le reste, je pense que je vous ai tout précisé. Moi, j'en ai terminé. Voilà, donc nous attendons Philippe Fournier, vice-président de la région aux mobilités, transports et intermodalités. Alors, en attendant, peut-être voir s'il est devant la porte. À moins qu'il se soit connecté, on ne sait pas s'il sera avec nous dans la salle ou connecté par Internet. Et sinon, on peut peut-être passer à une première séance de questions-réponses à patientant. Donc, on vous donne la parole une dizaine de minutes en attendant M. Fournier. Nicolas Asselet. Monsieur Asselet, on vous prendra juste après. Parce que, juste après. Voilà. Intervention de Philippe. Je vous laisse la place parce que Sandrine, si je pense qu'on va tous chercher le temps. Très bien, merci. Monsieur Asselet, vous n'oubliez pas, vous serez le premier à poser une question. Non, il ne parle pas Vendôme. Bien levé la main. Donc, Monsieur Fournier, nous avons préparé quelques questions. Vous arrivez au moment où je viens de terminer, tout le monde est passé. Et donc, c'est à toi. On est juste à temps. Alors, dites-moi. Donc, une petite série de 4 questions qu'on avait. Vous avez 1 heure, hein, 4 questions minimum. C'est ça. 20 minutes. Donc, le rôle de la région, comment s'engagera-t-elle demain dans les SERM? Et enfin, quelle sera la gouvernance opérationnelle sur ces différents SERM? Alors, déjà, les SERM, pour nous, c'est une nouvelle façon d'appréhender nos politiques de mobilité. Et vraiment, c'est intéressant parce que, au lieu de travailler en silo, les uns à côté des autres, les services à côté des autres, c'est travailler sur un espace géographique différent. Une projection en 2030, 35 et 40, une projection qui peut être intéressante et essentielle, de se projeter, de dire qu'est-ce qu'il faut comme infrastructure, qu'est-ce qu'on imagine comme service, qu'est-ce qu'on imagine comme usage en termes de mobilité. Je vais prendre un exemple en termes d'usage. Est-ce que demain, sur Tourloche, Tourchinon, on ne mettra pas en période de creux du petit colis? Comment on imagine un développement territorial avec une offre de transport qui est rénovée, qui est différente? Et on le fait, l'intérêt, c'est qu'on le fait avec une gouvernance partagée. Alors, une gouvernance partagée, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, pensent qu'en mobilité, on ne fait jamais assez. Les Yaka-Faucon, on les connaît, assez régulièrement, on les connaît. Une gouvernance partagée, ça veut dire qu'il y aura des prises de décision communes et pas uniquement... mais ça veut dire aussi qu'en termes de finances et en termes de finances, il faudra aussi partager. Très clairement, il faudra aussi partager. Il faudra que tout le monde, par exemple, je vois mon collègue du département d'Indre-et-Loire dire que quand le département d'Indre-et-Loire intervient sur les routes, ça fait partie aussi il faut valoriser dans le cadre d'un financement SERM. Parce que il faut que tout le monde, aujourd'hui, on valorise ce qui est fait et puis qu'on trouve les moyens de notre projection en 2040. Mais quand même, on a quelques difficultés devant nous. Allez-y, parce que je peux... En termes de... Timothée nous a déjà un petit peu fait un point, mais en termes de calendrier, où en est-on des demandes de statut SERM sur les 2 SERM du Centre Val-de-Loire? Et quand aura-t-on les premières mises en route, les ouvertures de haltes ferroviaires? Alors, le sujet, pour moi, le statut,
souvent, c'est qu'une statue. Faut pas, c'est pas l'alpha et l'oméga. Le statut, ça sera important, mais si le gouvernement nous dit OK sur le statut, sur le projet, il faut passer à la caisse, mais comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudra s'engager durablement en pluriannuel avec, à mon avis, une loi de programmation sur les infrastructures, mais aussi les financements des mobilités en termes de services. Pas uniquement l'investissement. Ça, c'est le premier point. Donc oui, Timothée a dû vous le dire, il y a un territoire qui est un peu plus avancé que l'autre, mais ce n'est pas le sujet pour nous. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous, aujourd'hui, la réflexion que l'on fait sur les Serm, on doit le faire sur l'ensemble de la région, qu'il soit Serm ou pas. Il y a le Sud-Berry qui a besoin, on réfléchit aussi à un avenir ferroviaire, toute mobilité dans le sud de la région, et puis autour de Chartres, et on réfléchit aussi. Je crois que le CERM, nous, c'est surtout pas une finalité, c'est je le redis, vraiment un changement de réflexion par rapport à l'avenir des mobilités dans la région. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un CERM, c'est pas le cumul de projets individuels. Alors, bien sûr, on va réouvrir la halte de Fondette en décembre avec une augmentation de l'offre, donc avec des financements partagés. Mais c'est un beau projet, mais qui est quand même par rapport à l'enjeu global qui est assez limité. Et c'est pas parce qu'on a réouvert Fondette qu'on va réouvrir toutes les haltes du monde. Je le dis parce que on voit des copiles arriver sur des réouvertures de haltes, pas un peu partout, comme si on allait rouvrir 50. Je crois qu'il faut qu'on ait un projet cohérent. Un projet, et la cohérence, c'est l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Surtout en ces périodes d'élections locales, hein, quand même, parce que je le dis, il faut qu'on passe là-dessus. Même si il faut au-delà de la rouverture des haltes, il faut qu'on voit plutôt sur des hubs, une gestion de hub, comment sur un territoire, par exemple, je vais dire sur une ligne de Tourloche, on a un ou deux points sur lesquels, là aussi Patrick est dans mon viseur, on peut ouvrir ou réouvrir des haltes, mais si on ne fait pas les infrastructures et puis les liaisons autoroutières de rabattement, etc., autour et de services tout autour, notamment en termes de mobilité douce, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, alors ça s'appelle, par ailleurs, certains les appellent des pôles d'échange multimodaux, mais c'est ça. On a premier élément. Après, sur Orléans, oui, il y a des enjeux. Je crois que l'enjeu principal aujourd'hui sur Orléans, c'est entre le nord d'Orléans et le sud d'Orléans, avoir une liaison ferroviaire qui aille vite. Je le redis parce que je te l'avais dit, j'ai vu des étudiants, moi, de Bourges, ils ne comprenaient pas. Ils sont obligés de prendre la voiture pour aller à la fac parce qu'ils habitent en centre-ville d'Orléans. On ne va pas dépeupler le centre-ville d'Orléans parce que le tram ne va pas assez vite. C'est ça. Alors que le train pourrait y aller en 6-7 minutes. C'est ça. Donc, il y a un enjeu qui est, alors je vais dire, je suis toujours un peu taquin, qui est aussi important que la bibliothèque François Mitterrand. Qui, je le rappelle, ne se fera pas avant 2032, parce que, si vous voulez, voilà, même si c'est période, tout le monde va promettre. Alors, on a quand même deux difficultés devant nous. On a la première difficulté, c'est une difficulté financière, mais pour moi, ça n'est pas une. Parce que vous prenez, vous rajoutez, c'est le CERM de Touraine, le CERM de l'Orléanais, c'est 2,5 milliards.
sur 15 ans, divisé par tant de personnes, c'est pas insurmontable. Un comète, c'est 140 millions. C'est ça. Après, c'est les choix. C'est ça, c'est des choix. C'est des choix. C'est des choix. On a ce sujet financier. Nous, on va avoir le versement mobilité au niveau de la région. Alors, c'est à peu près un peu plus de 20 millions d'euros à partir de 2026. Mais c'est qu'une petite partie de ce qu'il faudra trouver et des choix que l'on fera. Je crois que quand on est élu, on a une difficulté, c'est qu'on a du mal à faire des choix et à arrêter certaines politiques et prioriser. Et je crois que on a un sujet de mal. Et la deuxième difficulté, qui à mon avis est plus compliquée, c'est le périmètre d'intervention. Je crois que nous, on a sur le... C'est à croire que vous avez écouté nos interventions parce que c'est les questions qu'on se posait. Voilà, périmètre, financement, phasage et planification. Mais Timothée ne m'envoyait pas de message. Donc, c'est louche. Le périmètre est le sujet fondamental, à mon avis, des futurs serres. Et de politique de mobilité en général. Il y a soit on se restreint sur du périmètre urbain, comme la loi le prévoit, et comme le nom le prévoit. RER au départ, avec le président de la République. C'est une folie. Je vous le dis, c'est une folie. C'est de dire on doit continuer la métropolisation, on doit amener les forces vives des territoires, travailler dans les métropoles, etc. Et aujourd'hui, on va dévitaliser les territoires et on va aujourd'hui désespérer certains territoires et on le voit tous les dimanches quand on tient les bureaux de vote. C'est ça. Déjà, ils n'ont pas de médecin, donc ils n'auront pas de mobilité non plus. C'est ça. C'est ça. Et ils auront, ou alors de la mobilité, mais un car qui passera toutes les 36 heures. Et en plus, ils ne sont pas gentils parce qu'ils prennent leur voiture. Voilà. Et qui polluent. Et qui polluent. Donc, on a un vrai sujet de périmètre. Je pense que les Serbes doivent nous faire comprendre que le périmètre métropolitain de la métropole métropolitain doit irriguer aussi l'ensemble des territoires. Et on doit avoir des liaisons qui ne sont pas uniquement vers la métropole, vers les métropoles, mais aussi en toile d'araignée avec des liaisons qui participent à un maillage beaucoup plus important. Je crois que c'est un enjeu qui est fondamental. Si on arrive avec nos statuts, nos deux projets, à faire valider ça, je crois qu'on aura fait un grand pas. Un grand pas sur le redressement, le rééquilibrage de nos politiques territoriales. Si on n'y arrive pas, si un de nos partenaires est contre ça pour diverses raisons, tout va s'écrouler. Tout peut s'écrouler. Il est bien évident que à un moment donné, si c'est uniquement pour faire du Tourmont-Louis, il y a un intérêt, mais ce n'est pas fondamental. Aujourd'hui, quand on prévoit 18 allers-retours ou 24 en 2040 sur Tourloche, je pense qu'il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Il y a d'autres questions. Oui. Si je me permets, c'est que vous aviez évoqué lors de votre passage dans la commission du Césaire une restriction justement de périmètre envisagée par l'État. Par l'État. Ouais. Alors, ça se dit. J'espère qu'ils reviendront à la raison et que Bercy n'aura pas le dernier mot sur la position de l'État, pas la nôtre. D'accord. Moi, au dernier comité de pilotage, je suis intervenu dans ce sens-là. Dernière question peut-être, qui tient à cœur nos amis tourangeaux, mais pas que. C'est le lien entre les futurs CERN, les mobilités locales, et avec les mobilités nationales et interrégionales. Le TGV à Tours, et le tram. L'intercité. Est-ce qu'il est prévu une facilitation des liaisons entre ces différents modes, ces différentes vocations de transport, nationales, interrégionales,
régional, métropolitain. Tour Saint-Pierre, quoi. Les liens avec les Rémi Express. Alors, Tour Saint-Pierre, c'est un particulier, puisque c'est vraiment une liaison qui est purement métropolitaine. Oui, tout à fait. Et chacun doit assumer ce qu'il doit faire. Tout à fait. Non, mais par rapport à ça, je crois qu'aujourd'hui, on est devant un enjeu qui est fondamental, c'est la simplicité. La simplicité ne veut pas dire l'uniformité. La simplicité, alors moi j'aimerais que tout soit uniforme, qu'il y ait la gratuité des transports en France pour les jeunes le week-end. Je ne suis pas sûr que l'État, d'autres régions soient d'accord. Il y a la simplicité, c'est-à-dire avec une application, on prenne un billet qui fasse l'ensemble des modes de transport petit à petit, qui soient des modes doux, du ferroviaire, du car, etc. Ça va se faire, c'est l'interopérabilité des systèmes, ça se fait, on aura JV Malin Plus qui va arriver, etc. Mais après, il faut que chaque autorité organisatrice de mobilité développe des politiques incitatives, des politiques tarifaires incitatives. Et ça, c'est à nous de le faire, c'est à nous d'apporter la politique. Et puis, comme Dominique Bouet se connecte, mon collègue régional, je dirais qu'au moins, ça va nous permettre de sortir de ce schéma, au niveau ferroviaire du moins, de dire que l'ouverture à la concurrence est l'alpha et l'oméga de la politique ferroviaire au monde. Enfin, au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines régions, je ne vais pas les citer, certaines régions ou certains élus estiment que l'ouverture à la concurrence, grâce à l'ouverture à la concurrence, une filiale de SNCF, Transdev vont amener tant de trains en plus, on a déjà amené 30 de trains en plus. Nous, on fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, on définit la politique de mobilité sur des territoires, les deux serres, le nord, le sud. Et après, il y aura le temps juridique de mise en œuvre. Mais c'est à nous de définir les politiques de mobilité. Ce n'est pas à d'autres, ce n'est pas aux opérateurs de transport. Il faut que chacun assume son rôle. Alors c'est sûr il faut qu'on ait une billettique commune régionale. J'y vais même plus. On aura une politique de gestion du matériel. On aura des politiques globales. Moi, je prends toujours l'exemple du transport scolaire. On me dit, transport scolaire aujourd'hui, on a une politique de transport scolaire, 2473 cars scolaires qui circulent. Ils sont tous, alors quasiment tous, Rémi. La billettique, c'est la même dans l'ensemble des cars Rémi. Et 33 opérateurs privés et une douzaine de régies. Mais c'est pas pour ça, c'est la même politique de transport scolaire dans la région. Donc voilà, l'enjeu du CERM pour nous est important aussi dans ce cadre de réflexion parfois certains s'imaginent des politiques avec l'ouverture à la concurrence. Je pense qu'il faut qu'on remette les choses dans l'ordre, c'est-à-dire on définisse quelle est notre politique en 2000, je le répète, 30, 35, 40. Et après, il faut se donner les moyens juridiques, opérationnels, financiers d'y arriver.